Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo, votre podcast presque hebdomadaire en ce moment. Je suis avec Tom ce soir, on va attaquer de la série des post-mortem. On va attaquer pour ton équipe fétiche, Tom, les Memphis Grizzlies. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, hein, les playoffs battent leur plein, même s'il n'y est plus, mais on profite du bon basket. Memphis n'y est plus, les Suns non plus, c'est pour ça qu'on est sur le pont. Tranquille, un soir de match pour discuter de NBA et faire ce post-mortem spécial Memphis Grizzlies. Est-ce que tu es prêt à récapituler un peu tout ce qui s'est passé cette saison et puis aussi pendant la série face à Oklahoma? Série difficile, hein, aux résultats vertigineux pour Memphis, mais peut-être pas représentatif tout à fait à la fois de la saison et des enjeux de la franchise aussi. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce qu'on y va? Ah, bien sûr, allons-y. Avant d'y aller, on récapitule rapidement les go-to-move que vous connaissez, chers amateurs et amatrices de Dunk Hebdo. Vous likez, vous nous envoyez un maximum d'étoiles. Vous n'hésitez pas à participer à la discussion qu'on a Tom et moi aujourd'hui en commentaire et à toutes les autres sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast que vous préférez. On attaque le post-mortem des Memphis Grizzlies. Récap de la série d'abord, Tom, face au Thunder, on l'a dit, on salue Constant. We Are Thunder d'ailleurs ont sorti un épisode sur la série qui est intéressant. On vous encourage évidemment à aller l'écouter. Tu as noté différentes choses puisque c'est toi. On va rien cacher à nos auditeurs et auditrices. C'est toi qui as plutôt préparé cette trame autour des Grizzlies. Et tu voudrais parler d'abord des facteurs d'exposition. Ça fait écho au travail qu'on avait fait en preview des playoffs sur les différentes équipes pour lesquelles on s'était posé la question, ils ne gagneront pas le titre. Et c'est vrai que cette série face au Thunder a été une série qui a exposé Memphis, l'équipe, la tactique et aussi la franchise d'une certaine façon, dans les plus sombres aspects de la réalité de ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Mm. Donc c'est vrai qu'on a eu on va dire qu'on a eu une série un peu en deux tons. Hein. On a eu la partie justement, la série n'a duré que 4 matchs. C'est d'ailleurs le cinquième sweep de l'histoire de Memphis. Ça a duré que 4 matchs. Et en fait, sur ces 4 matchs, on a eu une équipe de Memphis avec deux visages. Un visage à l'extérieur, ou du moins sur les 5 premiers quarts-temps de la série, avec justement une grosse fessée sur le premier match à OKC en horaire européenne, en horaire européenne, et ensuite sur le deuxième match aussi une grosse correction sur le premier quart-temps, enfin sur la première mi-temps. Et ensuite, on a eu, par exemple, de la deuxième mi-temps jusqu'à la fin de la série, où Memphis a fait un petit peu plus jeu égal, ou du moins était un petit peu plus au niveau qui pourrait être attendu d'une équipe qui a eu le cinquième, qui a eu 5 points de net rating cette saison, donc en positif, qui est un des meilleurs net rating de la ligue sur l'ensemble de la saison, et qui a gagné quand même 48 victoires. Donc effectivement, voilà, la série se divise vraiment en deux: les matchs à l'extérieur à OKC, et les matchs qui se sont joués justement sur le parquet de Memphis, qui était un petit peu plus serré. On a vu justement sur les facteurs d'exposition, notamment sur vraiment ce qui a marqué sur les premiers matchs, en tout cas, mais ça a perduré sur toute la série, hein, les pertes de balles. Les pertes de balles, Memphis qui a perdu énormément de ballons provoqués justement par les défenseurs d'OKC, et aussi par le côté le manque de solutions. Il y avait tellement pas de solutions qu'il y avait souvent des pertes de balles, mais des pertes de balles de type bad pass, pas des pertes de balles le ballon va en touche. C'est directement des pertes de balles qui pouvaient permettre au Thunder de repartir directement en transition, et c'est quelque chose qu'ils ont su faire en atomisant Memphis sur les points en contre-attaque, sur les points en contre-attaque, et en boostant justement leur efficacité enfin en boostant leur fréquence de temps passé en transition, puisque voilà, les pertes de balles ont généré beaucoup de transitions au niveau du Thunder. Et à partir du moment où toi défensivement tu ne peux pas, toi offensivement tu perds des balles et tu n'es pas en capacité de défendre, ben tout de suite tu vas encaisser énormément de points, et c'est ce qui a en tout cas joué des tours sur la première partie de la série. Donc c'est pour le premier facteur d'exposition qu'on avait déjà mentionné d'ailleurs, qu'on avait parlé qu'on avait fait le pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Là, ça a été pourquoi votre équipe ne gagnera pas un match durant ces playoffs. On a le manque de création offensive, hein. On a justement vu que Memphis, ne pouvant pas justement générer pas mal d'attaques et étant obligé de repartir souvent sous son panier, s'est retrouvé à devoir attaquer beaucoup OKC sur du demi-terrain. On va attaquer OKC beaucoup sur du demi-terrain. OKC qui est l'une des meilleures défenses de demi-terrain, pas de la ligue, mais
historiquement, hein, quand on regarde les chiffres qu'ils ont pu produire en saison régulière. Et voilà, ça n'a pas manqué. Donc pas énormément de perte de balles et aussi beaucoup un grand manque de création offensive, puisque Memphis se voyait refuser des tirs. Ça, en tout cas dans les premiers matchs, hein, a refusé beaucoup de Oui, tirs sur les pour deux essayer premiers de notamment, ouais. refuser beaucoup de tirs pour trouver un meilleur tir qu'elle ne trouvait jamais. Et c'est ce qui Oui, voilà. on a senti sur les deux premiers matchs face au Thunder à Oklahoma que Memphis tournait en rond et refusait des tirs pour essayer de trouver mieux. Et moi, je trouvais que c'était un pari quand même, j'allais dire presque gonflé, et en tout cas sans doute inespéré, parce que essayer de trouver des meilleurs tirs face à une équipe qui en concède déjà très peu et encore moins des bons, ça me paraissait compliqué, surtout quand en plus sur la bataille du rebond, tu te fais aussi avoir. C'était compliqué et en plus tu perds des balles, etc. En fait, tu crées un déséquilibre sur à la fois la qualité de tes possessions et le nombre des possessions, où Memphis partait perdant d'office. Et d'ailleurs, ils ont pris 2 claques sur les 2 premiers matchs. Et on a une déclaration de Ja à la fin, je crois, du match 3, de retour à Memphis, après avoir titillé Oklahoma City avec plus de, disons, de mordant, où il dit: j'ai compris comment il faut jouer Oklahoma. Et c'est vrai que, après avoir titillé Oklahoma, pardon, et c'est vrai que sur le retour à Memphis, on sent les Grizzlies repositionnés dans leur attaque et peut-être plus audacieux et en même temps plus naturel. Un jeu plus délié, moins forcément dans la recherche d'un shoot parfait, mais plus de la recherche, j'allais dire, de la jouer à l'audace avec beaucoup plus de premières intentions, un jeu peut-être plus rapide aussi pour étouffer, prendre du rythme sur le Thunder. Alors évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que ça reste un sweep, mais moi j'ai beaucoup aimé cette réaction. J'ai senti un sursaut d'orgueil, j'ai senti un ajustement tactique intéressant, et j'ai senti surtout que Memphis retrouvait un peu du jeu qui faisait sa qualité il y a 1 ou 2 saisons, et c'est-à-dire notamment un jeu en première intention assez pertinent et efficace, quoi. Ouais, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, sur les deux matchs à Memphis, il y a eu pas mal de changements. Pour revenir sur la déclaration justement de Ja Morant, euh, dans les ajustements de Isalo, on a vu que par exemple euh, sur les 2 premiers matchs, quand Memphis était en attaque, tu avais l'impression que l'équipe avait aucune identité. Exactement comme tu disais, l'équipe n'avait aucune identité, on sait pas quoi faire. Machin. Il y a 2 choses, qui m'ont marqué, en tout cas moi personnellement, sur les matchs qu'on a pu voir justement à Memphis, qui ont quand même été perdus. Mais voilà, c'est la première chose, c'est Ja Morant un petit peu plus en mouvement. C'est-à-dire que plutôt qu'attaquer la défense de façon frontale, il était un petit peu plus en mouvement déjà, trouvait des décalages. Il y avait aussi beaucoup plus de jeux d'écran avec Zakidi, notamment avec du screen et du re-screen, justement pour permettre à Ja Morant d'avoir un petit peu plus de séparation et pour pouvoir faire un petit peu plus de dégâts, en tout cas dans le jeu de pénétration. On a eu des tirs qui rentraient aussi, avec les tirs qui rentraient au niveau des role players et ceux d'OKC qui rentraient un petit peu moins. Donc tout ça a pas permis justement de niveau. On a vu par exemple Santi Aldama faire de bonnes choses de loin. Ce que Tip Junior, dont on parlera aussi, également a été un petit peu dans l'agression. Et autre chose qui m'a marqué en tout cas offensivement, c'est comme tu l'as dit, hein, de prendre le premier tir de bonne qualité qui arrive, plutôt que aller s'enfoncer sur de la défense entre guillemets frontale et sur du jeu de demi-terrain face à cette équipe d'OKC. C'est de prendre le premier tir qui semble être bon et ne pas le refuser justement pour avoir une bonne position, pour profiter d'une bonne position. Et par rapport à ça, on a pu voir justement sur cette grosse première mi-temps, enfin en tout cas cette première mi-temps de l'espoir sur le match 3, juste avant que Ja Morant se blesse, d'équipe qui menait de 29 points et de 27 points pardon, avant que Ja Morant tire les lancers francs, et qui finalement sur un contact malencontreux avec Lou Dort. Alors c'est comment dire, on va pas refaire le débat, voilà, c'est dans le jeu, c'est pas, voilà, il a pas la volonté de le blesser. Alors oui, certains disent qu'il aurait pu s'écarter pour laisser, enfin il a pas besoin de contester, surtout qu'il glisse, il est un meilleur déséquilibre, voilà, il contrôle pas ses mesures, c'est pas, voilà, pour moi c'est pas une dirty play comme c'est pas un attentat volontaire comme on a pu en voir, quoi. Voilà, c'est sometimes on en a vu d'autres de Lou Dort qui sont pires. Voilà, c'est ça, on a vu pire. Donc voilà. Et après, on a justement Ja Morant qui ne peut pas revenir dans la série, d'où cette déclaration
à figure them out. I think à figure them out, c'est dans le sens où il a compris comment lui, il était potentiellement capable de trouver des décalages et ne pas s'empêtrer dans le jeu et dans le plan défensif qui lui était proposé. Et c'est là que c'est dommage parce que évidemment que la série aurait sans doute été remportée par le Thunder. Il ne s'agit pas de dire que Memphis aurait évidemment pris 4 matchs à cette équipe d'Oklahoma. Mais si Ja se blesse pas, on sent effectivement sur ce match qu'ils ont trouvé un axe d'attaque. Alors évidemment, Denio se serait ajusté et Oklahoma aurait trouvé des solutions sur le match 4 et 5, etc. Ou si la série était allée en plus de 4 matchs. Mais c'est dommage parce qu'on a senti qu'à Memphis, il y avait des clés. Et moi, je trouve que c'est un facteur d'espoir pour employer un mot que tu utilises souvent. La valeur d'espoir est très importante, à la fois chez les fans, mais aussi chez un effectif qui a besoin de retrouver de l'allant après avoir vu son coach être limogé et chercher un nouveau souffle dans ses playoffs. Je trouvais que justement, ça avait valeur d'espoir et que ça pourrait donner de l'élan, ça pourrait catapulter même Memphis dans une vibe beaucoup plus positive cet été et la saison prochaine. Mais là, ce qui finalement a été le cas en fin de saison avec la blessure de Ja, c'est qu'on se retrouve avec une équipe de Memphis qui doit faire appel à ses joueurs de rotation. Et là, c'est très difficile parce qu'il y a un manque de personnel qui est criant et qui est encore plus criant face à une équipe qui est stack comme Oklahoma, quoi. Ça, c'était justement le dernier facteur d'exposition qu'on avait aussi mentionné, hein, le manque de profondeur et en plus du manque de two-way player. On a vu par exemple en tout cas, si on reprend par exemple le match 1, tu as les joueurs qui sortent du banc, tu avais Marvin Bagley et John Conchar. Enfin, ce sont des joueurs NBA, nous respectons des joueurs NBA, mais par contre, ce sont pas des joueurs de playoff. On a, par exemple, John Conchar, notamment sur le match 3, qui se retrouve sur le terrain aussi pour prendre potentiellement le tir qui peut décider de la suite de la série, potentiellement, ou de la fin de la saison, hein. On a vu, si par exemple, il met ce 3 points-là, peut-être que, voilà, le Memphis finit par remporter le match, même si OKC était bien revenu. Memphis finit par remporter le match et il y a, entre guillemets, ce souffle, et du moins la série est moins amère et le sweep, il y a pas cette notion de sweep le sweep qui quand même reste difficile. Ouais, qui est terrifiant. Voilà, il vient que terrifiant, même si il montre l'écart quand même qu'il y avait potentiellement entre les deux équipes. En tout cas, à l'instant T, c'est l'écart qu'il y avait entre les deux équipes, puisque voilà, on va dire que OKC a sous-performé offensivement, en tout cas sur les matchs à Memphis, notamment par rapport au plan défensif de l'IDC un petit peu plus. Ils ont quasiment rien mis et devant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est même au niveau, tu vois, on a parlé des pertes de balles du jeu de possession. Ce sont deux équipes qui sont qui mettent justement le jeu de possession en avant dans leur façon de gagner les matchs. Memphis via justement le rebond offensif et l'utilisation de Jackie et OKC par le fait de perdre très peu la balle et de provoquer énormément justement de perte de balle à l'adversaire va générer des tirs supplémentaires. Ben là, pour le coup, sur cette série-là, Memphis n'a pas pu justement avoir ce côté rebond offensif et a subi aussi les secondes chances d'OKC. Alors justement, puisqu'on parle du rebond, ça me fait penser à quelqu'un, évidemment avec beaucoup d'ironie, mais ça me fait penser à Jaren Jackson Jr. Et tu l'avais noté en facteur déceptif sur cette série. Tu as été déçu par Jaren Jackson Jr. Je t'avoue que moi aussi, franchement, je m'attendais à plus, surtout que je l'avais trouvé très bon la saison passée. Je l'ai trouvé plutôt correct cette saison encore. On avait dit d'ailleurs qu'il avait fait une saison vraiment de très très bonne qualité. Des deux côtés du terrain en plus, il y a des progrès en attaque qui sont continus. Et sur cette série, moi, je pensais qu'il avait une carte à jouer. Il avait une carte à jouer au milieu, évidemment, des Twin Towers d'Oklahoma City, qui sont quand même pas faciles à jouer, hein, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Mais je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il aurait pu donner à cette équipe de Memphis. Et je pense qu'il y est pour quelque chose dans ce sweep. Je pense qu'il a une part de responsabilité. Je te laisse développer, mais je suis vraiment, vraiment pas super satisfait de cette série de Jaren Jackson Jr. Et je me demande comment va se projeter le front office sur cette situation contractuelle. On en parlera en deuxième partie, quoi. C'était le pire match-up pour lui, cette équipe d'OKC. Parce que bon, Memphis, Jaren Jackson Jr., on va dire qu'il a un jeu très basé sur la physicalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir, notamment avec son petit hook,
justement sur le short mi-distance, hein, qui a chuté quasiment à 50% sur en saison régulière. En fait, c'est un joueur qui a besoin d'aller dans certains spots où il arrive à être létal. Sauf que ce qui s'est passé avec lui, c'est que OKC, non seulement, voilà, comme c'est un joueur qui joue beaucoup avec de la physicalité, ben, il lui faut pas mal de mouvements pour aller dans ces spots. Et on a vu qu'OKC, notamment, soit via Alex Caruso, a mis, voilà, faisait en sorte qu'il recevait le ballon. Et puis c'est vrai qu'offensivement rien n'était préparé vraiment pour lui, c'est-à-dire qu'il recevait le ballon, il n'y avait pas de décalage, il n'y avait rien, il se retrouvait loin du panier, il fallait qu'il fasse 2, 3, 4 dribbles pour pouvoir se rapprocher pour aller dans ses spots. Et on avait souvent par exemple Chet Holmgren qui était en deuxième rideau, ou sinon Caruso arrivait à le swiper ou à faire en sorte que qu'il soit dans une mauvaise position justement pour prendre les tirs. Même Isaiah Hartenstein, c'est un joueur aussi sur la saison qui a très très bien défendu Jaren Jackson Jr. Si on parle justement de l'aspect physicalité, c'est quelqu'un c'est un joueur qui est assez puissant et en fait qui ne bougeait pas trop au niveau des contacts, qui faisait que Jaren Jackson Jr. n'arrivait pas à créer de séparation et avait du mal à scorer justement quand il y avait un joueur entre lui et le ballon. C'est ce qu'il y a entre lui et le panier. Ça, c'était sa grande force, en tout cas cette saison, sur la saison régulière, améliorer sa capacité à mettre le ballon dans le panier quand il y a un joueur entre le panier et lui. Et c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné pour lui, en tout cas face à cette équipe d'OKC, qui était très bien armée pour le défendre et qui bouchait littéralement tous les espaces. Il n'y avait pas de spacing, il y avait rien. Donc il était voilà. Toutes ses faiblesses, et notamment les faiblesses au niveau du playmaking, ont été mises à jour parce qu'il n'arrivait pas à punir par son scoring et n'avait pas les moyens de punir par le playmaking parce que c'est l'un de ses défauts en tant qu'attaquant. Par contre, de l'autre côté, on a un joueur dont tu as noté qu'il a été une bonne surprise pour Memphis, c'est Scottie Pippen Jr. Je te rejoins complètement. Moi, d'abord, j'ai adoré sa saison. Vraiment, il a fait une saison formidable pour Memphis. Je souhaite à toutes les équipes d'avoir un Scottie Pippen Jr. dans leur effectif parce que vraiment, il a tout en fait. C'est vraiment un role player, j'allais dire, parfaitement rond, parfaitement équilibré, à la fois sur le skill set et sur l'intensité qu'il met sur le terrain. Il est intéressant en attaque, il est intéressant en défense. Et là, sur cette série, je l'ai trouvé hyper pertinent, notamment dans sa capacité à prendre des responsabilités alors qu'il est quand même entouré des stars. Et en même temps, de faire tout ce qu'il faut faire pour faire en sorte pour faciliter le jeu des stars autour de lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la série de Scottie Pippen Jr.? Il a fait une très grosse série. Après, il a eu le capot qui fume, puisque voilà, il a été obligé de prendre beaucoup de responsabilités offensives, notamment avec la perte de Ja Morant et sa sortie dans la série. C'est quelqu'un qui a eu à prendre énormément de responsabilités, de volume offensif, qui ne s'est pas caché, hein, qui était l'un des seuls joueurs capables à créer de la séparation en avançant, parce que c'est quand même un joueur rapide, défensivement, qui a fait quand même un beau boulot sur Shai Gilgeous-Alexander, justement pour essayer de le garder un peu en single coverage, de pas avoir à le doubler pour pas créer beaucoup plus de décalage. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à Memphis, où justement il arrivait à entre guillemets contenir Shai. Il a fait une bonne partie, il a fait des bonnes parties justement en tant que pénétrateur de défense. Sur le jeu de transition, d'aller chercher les paniers, et aussi son tir est rentré. Donc là, il était vraiment en état de grâce face à cette défense. Et voilà, il a montré un peu peut-être une espèce de blueprint pour pouvoir attaquer cette équipe d'OKC en allant justement sur le contact et en utilisant de la vitesse, et de la force, puisqu'on le note, c'est quelqu'un voilà qui va créer de la séparation en avançant, qui tire directement dans les joueurs. Voilà. Ouais, il a vraiment ce truc de driver physique. Et en même temps, il a un tir qui est respectable de loin aussi. Et puis il y a l'autre côté du terrain. Moi, en défense, je l'ai trouvé hyper intéressant. Tu as parlé de la manière dont il a, non pas muselé, mais en tout cas empêché Shai. Et enfin, on parle quand même sans doute, en tout cas, d'un finaliste MVP en face, qui fait une saison offensive monstrueuse et historique. Et Scottie Pippen Jr. n'a pas du tout baissé le menton. J'ai trouvé ça vraiment important dans cette équipe où les facteurs défensifs sur les lignes extérieures sont parfois un peu limités. Parce que Ja est pas mauvais en défense, mais c'est pas son activité première, et y perdre de l'énergie dans une série de playoffs, c'est clairement pas le truc à faire pour lui. Donc non, moi j'ai adoré la série de Scottie Pippen Jr. J'ai trouvé vraiment que c'était un facteur d'espoir pour le coup dans la rotation
des Grizzlies. Je ne sais pas si ça pourra craquer un spot de titulaire à côté dans le cas d'un départ évidemment d'un gars comme Desmond Bain cet été. Hein. Alors je dis évidemment, mais c'est un départ hypothétique, potentiel, si Memphis cherchait à se renforcer. Et d'ailleurs, on va parler de l'été de Memphis à travers 3 dossiers, Tom, qu'on va aborder ensemble maintenant. On va essayer de définir la notion de succès du côté des Grizzlies. Ensuite, on passera à la problématique du coaching et enfin, on reviendra sur la situation contractuelle d'un des membres de leur Big Three. Si Big Three il y a. Moi, je considère que oui, hein, mais voilà, on reviendra sur la situation contractuelle évidemment de Jaren Jackson Jr. Mais on va commencer, si ça te dérange pas, par la problématique du coaching. Je switch un peu ce qu'on avait noté ensemble dans la trame. La problématique du coaching, elle a été, disons, en partie réglée par la confirmation que Isalo serait le coach la saison prochaine du côté des Grizzlies. On l'a dit, hein, c'était l'assistant de Taylor Jenkins cette saison. C'est celui qui a permis de réinstaller Ja dans son rôle historique, en jouant sur ses compétences premières et en essayant pas de forcément et nécessairement de développer son playmaking. Comment tu vois ça, toi, en tant qu'analyste spécifique des Grizzlies et en tant que fan? Est-ce que tu penses que c'est un bon move ou est-ce que tu serais allé chercher peut-être un coach un peu plus référencé NBA? Ah, tu es mute. La fameuse scène de frappe. La fameuse scène de frappe. Je pense que c'est... Alors, je dirais pas que c'est un choix par défaut. Je dirais pas que c'est un choix par défaut. Je pense que c'est le meilleur choix par rapport au budget que la franchise a envie d'allouer à ce poste de head coach. Historiquement, Memphis, c'est une équipe qui donne beaucoup de premières chances, puisque regarde historiquement, en tout cas sous le règne entre guillemets du propriétaire, hein, sous Robert Pera, en dehors de Mac Fratello que tu que tu as bien connu à une certaine époque, Mac Fratello, bah tous les coachs qui ont été embauchés ont fait leur première à Memphis. Donc si on remonte, on a Lionel Hollins qui est devenu coach emblématique, mais voilà, Memphis c'était son premier job, c'était son premier job de head coach officiel. Il a été remplacé par Davey Orger, premier job de head coach officiel, qui a été remplacé ensuite par David Fisdale, première embauche pour lui également, qui a ensuite été remplacé par Bickerstaff, première embauche pour lui, qui est remplacé par Jenkins, première embauche pour lui, qui est remplacé par Isalo, première embauche pour lui. Voilà. Donc on voit que c'est un pattern qui est suivi en tout cas à Memphis. Alors, je pense qu'il a montré des choses intéressantes quand même, Isalo, sur la saison. C'est vrai qu'il a été mis dans une posture qui était difficile et je pense qu'il a rien fait à mon avis qui mériterait qu'il n'ait pas sa chance. Il n'a pas pris de risque, d'abord. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas pris de risque et qu'il n'avait pas essayé de prouver quoi que ce soit sur le banc. Je trouvais qu'il était retourné aux fondamentaux Grizzlies, que ça avait servi les stars à reprendre, notamment Ja Morant, à reprendre confiance et à retrouver, disons, sa radiance dans le jeu de Memphis. Et ça, je trouve que alors c'est pas audacieux, c'est pas aventureux. Mais en tout cas, à l'instant T, à 2 semaines des playoffs, c'était juste. C'était juste et c'était justifié. Et je trouve que en plus, pendant la série face à Oklahoma, on le voit quand ça revient à Memphis, on l'a dit tout à l'heure, il fait des ajustements qui, là aussi, sont à la fois épurés, mais sont très justes. Oui. Sont très, très justes. Et qui ont fonctionné, pour le coup. Et qui ont fonctionné. Retrouver de l'allant, retrouver de la simplicité. On a l'impression qu'il était vraiment en train de faire un boulot haussmannien dans une ville de Paris à l'ancienne, c'est-à-dire tailler des grandes artères, fluidifier la circulation, etc., etc. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la série face au Thunder. Ça n'a pas tout à fait marché, mais moi aussi, je trouve que c'est plutôt un bon move de la part de Memphis. D'abord parce que perpétuer cette habitude de prendre des coachs sur leur premier contrat de head coach, c'est pas mauvais. Si Phoenix pouvait entendre, ce serait pas mal non plus. Mais bon, ça a l'air d'être parti là-dessus. Mais revenons à Memphis. Je me dis que, en plus, avec son expérience de head coach dans une autre ligue et sur un autre continent, il y a des idées un peu nouvelles, un peu rafraîchissantes qui peuvent arriver sur le terrain pour Memphis, qui peuvent être cool, quoi. Je pense que voilà, ils veulent aussi aller au bout parce qu'ils l'ont quand même récupéré pour beaucoup, c'est-à-dire que alors oui, ils avaient installé en dessous de Taylor Jenkins, Patrick Saint-Andrews et Noah LaRoche qui sont plus là,
mais avoir ramené justement Isalo qui allait un peu à l'opposé de de cette philosophie-là, je pense qu'ils veulent quand même peut-être tester et voir sur du plus long terme et lui donner tout simplement sa chance, hein, lui donner tout simplement sa chance. Je pense à Thomas Isalo. En tout cas, ce qui est intéressant avec lui, c'est en tout cas d'un point de vue fan, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau des conférences de presse, c'est quelqu'un qui est très clair, qui explique très bien les choses et voilà, il y a moins d'opacité, moins de blabla. We need to make more shots. Voilà, des trucs. Ah, moi, j'en peux plus non plus de ça. Si on doit en parler, on en fera peut-être un podcast spécial cet été, mais la langue de bois en conférence de presse, on est fatigué. On est fatigué. We need to make more shots. We sucked on defense. Eh, c'est bon, frère. C'est bon. We have to rebound the ball better. Donne-nous des billes. C'est ça. On va passer au deuxième dossier de cet été, Tom. C'était le premier sur notre trame. Définir ou redéfinir ce que signifie, pardon, le succès côté Grizzlies. Je vais y arriver. C'est vrai que tu as été l'avocat d'une certaine perspective par rapport à Memphis cette saison. Tu disais attention à ne pas être trop dur avec cette équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord pourquoi tu penses qu'il ne faut pas être trop dur avec cette équipe? Et ce que tu veux dire aussi par remettre le succès en perspective pour Memphis? Bah, généralement, on va retenir sur la fin de saison ce qui s'est mal passé. En fait, tu retiens ce qui est le plus récent et on peut oublier toute la première partie de saison de Memphis qui a été bonne, voire très bonne. Et voilà, c'est quand même une équipe qui a gagné 48 victoires, qui a eu un très bon net rating sur l'ensemble de la saison et qui a eu, par exemple, des joueurs comme Jaren Jackson et Desmond Bane qui ont quand même montré certains progrès. Si on se base uniquement sur l'échantillon des playoffs face à un adversaire qui est historique, ben forcément, on va juger cette équipe de façon très dure. Il faut aussi on crée des biais insensés, ouais. Il faut aussi remettre en perspective que Memphis a le 27e payroll, la 27e masse salariale sur 30 équipes. Alors quand j'entends l'équipe est bouchée, l'équipe est bloquée, non. La 27e masse salariale, l'équipe a ses pics de draft. Il y a des joueurs, il y a de quoi faire des choses. C'est au niveau, la problématique va être au niveau du front office. Donc, c'est quoi quand on parle de définition du succès? Qu'est-ce qui, pour le propriétaire, est une saison réussie pour lui? Est-ce que c'est gagner 50 matchs et aller en playoff tous les ans pendant 4-5 ans? Si c'est ça, Memphis peut très bien le faire. Est-ce que c'est viser les finales de conférence, voire le titre NBA? Si c'est ça, Memphis ne pourra pas le faire. Memphis ne pourra pas le faire en l'état. Tant qu'il y a ce propriétaire-là, Memphis ne pourra pas le faire. Tout simplement. Ah oui, d'accord. Tu veux dire en termes de dépenses? Oui, en termes de dépenses. Il faudra forcément augmenter le payroll, quoi. Bah oui. C'est nécessairement. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes la feuille salariale, en tout cas la feuille salariale de Memphis, par exemple, tu vas avoir les gros contrats, du moins des joueurs stars, qui vont être Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr., qui vont être les gros contrats. Tu vas avoir après deux petits contrats, donc des contrats un petit peu moyens avec Brandon Clark, donc qui est sur un bon contrat qu'on n'a malheureusement pas vu cette saison. Qui d'ailleurs, Memphis n'a gagné aucune série de playoffs sans Brandon Clark. Hein. On tient à le rappeler. Quand Brandon Clark ne joue pas, voilà, Memphis ne gagne pas. Parcours étonnant. Exactement. On va avoir ce contrat-là avec Luke Kennard et Marvin Bagley, mais le contrat de Marvin Bagley va sortir justement du cap à partir de la saison prochaine. Et après, on n'a que du contrat rookie. En dehors peut-être de celui de Santi Aldama qui risque d'arriver potentiellement à l'été. Donc aujourd'hui, Memphis est dans une situation où elle n'a pas de role player âgé et elle n'a pas de role player qui ont déjà dû vécu des contrats en NBA et n'a pas aujourd'hui les moyens d'aller les chercher sans prendre un membre important de la rotation. Donc si par exemple il faut aller chercher ce fameux ailier, ben va falloir mettre Brandon Clark dans les champs, va falloir mettre des joueurs comme ça, puisqu'il y a plus cette munition du contrat qui fait justement matching salary. Il faudra aller chercher dans la réserve des premiers joueurs de sortie de banc. Exactement. Qui sont précieux dans le projet à l'heure actuelle, mais qui malheureusement continuent de faire plafonner l'équipe. En tout cas, non pas eux, mais dans la structuration de l'effectif et dans l'équilibre des forces. Et notamment quand tu compares le talent
sur une série comme celle face au Thunder, mais ça aurait pu être le cas face à d'autres équipes de l'Ouest, on va pas se mentir. T'es clairement en déficit. T'es clairement en déficit de talent, peut-être pas sur ton joueur numéro 1 ou sur ton joueur numéro 2, mais dès que le joueur numéro 3 arrive, et ne parlons même pas du joueur numéro 3 jusqu'au joueur numéro 7, t'es largement en dessous d'au moins les 4 premières équipes de la conférence Ouest, quoi. Après, les 3 meilleurs joueurs de l'effectif aussi ont leur blâme à prendre. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on peut se dire que, en tout cas, il y a des chances qu'il n'y ait aucun joueur de Memphis dans le DH20 cette année. Peut-être que certains auront un joueur, mais globalement, c'est difficile de se dire qu'il y a en tout cas un joueur de Memphis lock dans ce fameux DH20, là où par exemple il y a quelques années, ou du moins il y a 2 ans, Ja Morant était un lock. Oui. Et puis il n'était pas un lock. Il n'était pas un lock 20e, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, peut-être que j'ai Desmond Bane top 15, on verra. Ce sera pas ma première folie de chez Dunk Hebdo. On va passer à la situation contractuelle d'ailleurs. On parlait des moves que pourrait faire Memphis cet été, mais il y a une situation contractuelle qui est un peu centrale, qui est une sorte de point de pivot pour le front office cet été. C'est la situation contractuelle de Jaren Jackson. Il y a 2 options, tu me disais en off, puisque tu connais mieux le dossier que moi. Il y a une solution où Jaren Jackson reste sur la dernière saison de son contrat pour essayer d'aller chercher un supermax. Et il y a aussi une autre option, Tom, où il y a grosso modo un stretch sur son extension à partir de l'année prochaine. Et donc, on a grosso modo plus d'années, mais un salaire qui est plus calme dans le cap space de Memphis, si je ne me trompe pas. Alors, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que dans le sens où on a justement soit il y a l'utilisation, Memphis a la possibilité d'utiliser un petit peu du cap space, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moves qui ont été faits cet été, notamment ne pas prolonger Jake LaRavia, transférer Marcus Smart pour des contrats finissants, ben ça a permis d'économiser à peu près 25 millions dans la masse salariale, ce qui va permettre justement de pouvoir passer en dessous du cap et d'avoir justement un mécanisme où Memphis peut signer une renégociate and extend, c'est-à-dire utiliser le cap space pour augmenter le salaire de Jaren Jackson Jr. pour la saison prochaine et ensuite le prolonger pour plusieurs saisons à partir de ce montant-là. Donc ça, c'est le premier scénario. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'as pas renforcé l'équipe. Tu as juste augmenté Jaren Jackson Jr. et voilà, tu l'as juste augmenté et du coup, il prend le reste d'argent qui est potentiellement disponible. L'autre option, ça va être, justement, si Jaren Jackson Jr. est élu All-NBA, on peut pas faire, Memphis pourra pas lui proposer de renégocier un extend. Enfin, ils peuvent lui proposer de renégocier un extend, mais il est pas obligé de l'accepter. Si jamais il est élu All-NBA, ce qu'il peut faire, c'est jouer sur sa dernière année et signer l'extension, justement, à partir, signer une extension via, justement, l'option All-NBA et la DVPE, quoi, la Designated Veteran Exception Rule, à partir justement de ces jusqu'à par exemple 35% du cap sur 5 ans. Mais dans ces cas-là, on aurait Jaren Jackson Jr. qui garderait le même salaire la saison prochaine. Donc Memphis pourrait potentiellement utiliser l'argent pour soit récupérer des contrats finissants, soit signer des joueurs sur 1 an par exemple, en attendant que Jaren Jackson Jr. soit augmenté et re-signé à un montant très onéreux, on va dire. Est-ce qu'il y a un scénario où Memphis arrive à aller chercher des role-players sur plusieurs saisons cet été, quelle que soit la situation contractuelle quelle que soit la situation contractuelle, je vais finir quand même ma question. Quelle que soit la situation contractuelle de Jaren Jackson, Memphis arrive à aller chercher des role-players sur plusieurs saisons, des role-players de qualité pour augmenter la qualité de leur rotation, puisqu'on a dit dans cet épisode de Dunk Hebdo que c'était un de leurs problèmes en playoff notamment, et se retrouve avec une équipe très compétitive sur les 2 ou 3 prochaines saisons avec Jaren Jackson, avec Ja Morant qui est présent, avec Desmond Bane dans l'effectif aussi, mais un cap space qui est explosé et on est au-dessus du second de la prod. Et Memphis n'est plus la 27e payroll de la ligue. Non, déjà, va falloir lutter pour que Memphis paye la taxe. Ça, c'est déjà une chose. Donc, ça, j'y crois pas du tout. Après, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé.
On en avait parlé, on en avait discuté d'ailleurs dans les différentes raisons pour lesquelles Memphis ne gagnerait pas le titre. Le fait que Ja Morant ne finisse pas de série de ne finisse pas de campagne de playoff, qu'il avait fini, la seule campagne de playoff qu'il a fini sur ses deux jambes, c'est la toute première disputée contre le Utah Jazz pour sa deuxième année, sa saison sophomore. En Et sinon, 1997. les autres, il finit pas les séries. Toutes les autres, il finit pas en tout cas, il finit pas la saison sur ses deux jambes. Enfin, sur les derniers matchs, quoi. Donc, voilà, ça, c'est déjà une problématique. Donc, moi, je pense pas que Memphis va transférer Ja Morant par rapport à ce qu'il représente, en tout cas. Et encore une fois, si on est dans une optique de vouloir gagner le titre, peut-être que Ja Morant n'est pas le joueur le plus adapté pour pouvoir se projeter là-dedans. Par contre, si on est dans une optique de gagner beaucoup de matchs en saison régulière et sur un malentendu, une année, aller en finale potentiellement aller en finale de conférence ou passer un tour de playoff, et c'est ça la version du succès de cette équipe, ben Ja Morant, c'est un joueur qui peut potentiellement le faire. Donc je crois pas que c'est un joueur qui sera entre guillemets sacrifié. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que non. Je pense Donc pas tu qu'on penses qu'en verra. fait, le verrou principal quant à la dimension succès de cette équipe, en réalité, c'est le front office et c'est notamment C'est le propriétaire. l'ownership, quoi, le propriétaire. Enfin, la volonté, c'est pas la capacité. Ouais, la volonté, ouais. La volonté du propriétaire à dépenser de l'argent. Parce que encore une fois, Terrible. cette saison, cette saison, Memphis avait, par exemple, il avait la taxe meilleur mid-level, ils avaient la mid-level, ils auraient pu l'utiliser pour, par exemple, adresser un besoin, par exemple, peut-être proposer des jeunes juniors ou même, tu vois, le gars Haywood Smith, tu vois, des gars comme ça qui étaient là, qui sont restés sur le marché. La seule chose que Memphis a fait, c'est salary dumper Zaire Williams qui est sur un contrat rookie. Oui, mais on peut s'acheter des trucs avec ce salarié d'un. Une photocopieuse. Ah là là. On va quand même finir ce podcast sur le mot photocopieuse. C'est quand même assez extraordinaire. Merci beaucoup, Tom, Ouais, en tout c'est cas, ça. pour ce tour d'horizon des Memphis Grizzlies. C'était le post-mortem spécial Memphis. Vous allez les retrouver, je ne sais pas si ce sera le premier qui sera diffusé, peut-être. Vous allez les retrouver tout au long des séries de playoffs. Évidemment, il y aura peut-être quelques podcasts d'un Kebdo pour parler des séries de playoffs en cours, même si, en toute honnêteté, c'est pas nécessairement notre spécialité. Et il y a plein de créateurs de contenu qui le font au moins aussi bien que nous, on le ferait. Donc n'hésitez pas à aller les voir eux. Et puis nous, on se retrouve au prochain post-mortem. Je sais que toi et moi, Tom, on a le Magic sur la table. On va enregistrer ça très vite. Et puis on vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis à très bientôt. Ciao. Salut!